Il n'y en aura pas. Voilà, super. Donc, je recommence. Donc, bienvenue sur ce webinaire, parce que là, on enregistre. Bienvenue sur ce 49e webinaire de Radical Fitness. Nous avons encore l'honneur d'avoir la présence de Thierry Doll, qui est président de France Active, qui est un syndicat de patronat que vous connaissez bien. Hein. Ça fait déjà 4 fois que Thierry intervient au nom de Radical Fitness. Je t'en remercie par ailleurs, Thierry. Très sympa de ta part de dire oui à chaque fois à mon invitation et puis l'invitation de Radical Fitness. Donc, Thierry va se présenter très rapidement. Donc, aujourd'hui, il va aborder surtout 3 points rapidement. L'état des lieux de la situation de l'industrie du fitness. On va parler un petit peu de la SACEM et puis du CQP Fitness. Voilà. Donc, Thierry, je te laisse la parole puisqu'il est déjà 11h03. Ça commence à rentrer. On est déjà 46 et je pense que les retardataires vont arriver. De toute façon, on a toujours notre webinaire. Thierry, à toi. Merci Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être encore parmi vous aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir répondre à vos sollicitations quand ça me permet. Et le fait de bien le prévoir en amont me permet effectivement de bien bloquer la date. Donc, merci à Radical Fitness de cette invitation. Merci à vous tous d'être là. Stéphane m'a demandé un petit peu ce que je comptais vous dire faire aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, des informations clés. Nous allons parler du secteur fitness en particulier et notamment de son évolution par rapport à 2021, enfin 2020-2021, liées à ces 2 années qui ont été terribles pour l'ensemble des activités de loisirs et en particulier la vôtre, fitness. Je vais me servir de cela, de l'étude que nous avons diligentée, comme c'est le deuxième exercice que nous faisons avec le CRS. Alors, il faut savoir que notre étude est une étude quand même qui est menée, je dirais, alors pompeusement, on appelle ça une étude menée avec des concepts scientifiques, puisque nous le donnons à traiter à un organisme qui s'appelle le CRS. C'est le Centre d'études et de recherche sur le sport, économique sur le sport, pardon. C'est doublé, les points d'entrée sont multipliés par notre base de données, la base de données d'un de nos partenaires qui est Fitness Challenge Magazine, mais également ensuite, c'est également triplé avec des appels téléphoniques. Et je sais qu'ici, certains d'entre vous ont répondu soit au nom de réseau, soit au nom de marque, soit en tant qu'individuel, et ce qui nous permet d'avoir, pour la 2e année consécutive, des chiffres qui sont, je dirais, attendus par la profession, mais également attendus par l'extérieur. N'oubliez pas qu'une organisation patronale et une profession se doit à un moment donné de donner des chiffres sur son état de santé. Donc, c'est un petit peu notre rôle. On a d'autres idées en ce moment et on essaye de les améliorer pour pouvoir les mettre en place dès la rentrée septembre sur des études ou en tout cas sur des enquêtes. Que vous dire que vous ne savez certainement déjà, c'est-à-dire que le secteur se relève difficilement, mais se relève quand même de la crise Covid. Il a fait preuve de résilience pendant ces 2 années. Il a fait preuve d'une certaine inventivité, notamment liée au numérique. Vous avez été capable de mettre en place des moyens pour garder votre clientèle, pour proposer des activités qui vous concernaient à votre clientèle, à vos adhérents. Donc tout ça, on le voit, ça fait partie de l'étude. Il y a eu, alors bien entendu, il y a une chute de fréquentation qui est phénoménale parce que si je prends l'étude, je crois qu'on est en perte de vitesse d'environ encore, on est passé du nombre d'abonnés moyen de 1065 que vous connaissiez en moyenne en 2019, on est passé à 826. Donc, on a une vingtaine de pourcents de pertes. C'est ce qu'on avait annoncé, nous, depuis le début, une vingtaine de pourcents de pertes que vous avez du mal à récupérer. Mais par rapport à 2020, 2021, on est en progression, puisqu'en 2020, on avait 657 de fréquentation moyenne, et là, en 2021, on est sur du 826. Donc, légère augmentation, ce qui veut dire résilience. Résilience parce que les gens ont été privés pendant un grand moment de vos activités. Ils sont revenus. On a su aussi également, je pense, tant vous que nous, de notre côté, communiquer sur le sérieux que nous avions mis à mettre en place les protocoles sanitaires tout au long de la crise et juste pendant les ouvertures. Je pense que c'est un acte fort
de votre secteur d'activité, ça a été de bien montrer que vous étiez des gens responsables et que les protocoles sanitaires étaient respectés avec beaucoup de force et de conviction dans les salles de fitness, puisque c'était un petit peu l'une des conditions, notamment d'ouverture, mais de revenus surtout de la clientèle pour lui refaire prendre confiance. Quelques infos aussi qui pourraient être aussi sur le salariat. On s'aperçoit qu'il y a, après une diminution très importante en 2021, il y a un retour de réembauche dans les salles de fitness. Alors, je ne dis pas que la réembauche est facile, hein. Je dis qu'il y a simplement une réembauche qui permet de dire que là aussi, on est sur un rebond, puisque comme tout le monde le sait, quand on essaie de réembaucher, ça veut dire que normalement, le chiffre d'affaires essaie d'être au rendez-vous. Mais attention, on ne crie pas victoire, loin de là. Je dis simplement que le secteur recommence à trouver des couleurs. On était sur des ETP avant crise de 3,7. On est en train de retrouver à peu près le même équivalent temps plein. En 2021, on est quasiment au même volume d'équivalent temps plein en 2021 qu'on a pu être en 2020. On a maintenant, si vous voulez, un petit peu disséqué par rapport au chiffre d'affaires. Là aussi, le chiffre d'affaires, eh ben, il est en nette diminution par rapport à 2019, mais ça, tout le monde le sait. Vous avez 20% d'abonnés en moins, donc obligatoirement, ça se répercute sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est en progression là aussi également. Donc, je vous dis, pour nous aujourd'hui, le message qu'on voudrait passer, et attention, on prend deux sortes de messages. Le message en interne de nous en disant la situation n'est pas facile, elle peut être compliquée, il va y avoir de la chute, comme nous l'avions prévu et on continue à le dire, il y a de la chute, il y a malheureusement des cessations d'activité, il y a malheureusement des dépôts de bilan, mais néanmoins, il faut avoir le message, je dirais, positif de dire le secteur a fait résilience. Pourquoi nous voulons, je dirais, dire ça? Parce qu'à côté, vous avez des investisseurs, vous avez des secteurs bancaires, vous avez vos fournisseurs. Tous ces gens-là ont besoin de savoir que le secteur est résilient et qu'il reprend. Parce que le plus mauvais message, ça serait de dire continuellement, nous sommes en dessous de l'eau, nous perdons du chiffre d'affaires, nous perdons de la clientèle, on va mourir. Parce que le secteur bancaire, le secteur des investisseurs, voire peut-être vos fournisseurs, n'auront plus confiance dans le secteur. Donc, il faut avoir un message, je dirais, positif, et c'est ce qu'on s'astreint à faire depuis quelque temps, en disant que tout n'est pas simple, mais le secteur est résilient. Le secteur est en train de remonter la pente, doucement, difficilement. Les ouvertures liées au Covid ne nous ont pas aidés non plus, parce que reprendre l'année dernière en plein mois de juin, ce n'était pas la meilleure affaire qu'il fallait vous faire. Malheureusement, ça a été comme ça. Septembre, rappelez-vous, on est aussi sur le variant Omicron qui a fait excessivement peur à tout le monde, parce que là aussi, il me revient aussi de faire toujours des retours en arrière. On a l'impression que tout est loin derrière nous, mais finalement, ça ne fait que 8-9 mois derrière. Et en décembre, on a eu octobre, novembre, décembre, voire janvier aussi, on a eu cette vague d'Omicron qui a fait énormément de mal aussi dans la tête des gens, beaucoup plus contagieux, moins dangereux, mais néanmoins dans la tête des gens. Donc là, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un petit peu derrière nous. Et malheureusement, comme j'ai pu le souligner lors de notre soirée avec nos partenaires, à peine fini un sujet qu'on entame dès le 24 février, on entame une guerre au centre même de l'Europe, avec toutes les incertitudes qu'il y a sur l'économie en général, sur vos fournitures d'approvisionnement, que peuvent être notamment l'électricité, entre autres, hein, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, on est sur une pente remontante, mais difficile. Il faut sortir le braquet, il faut se battre. Mais beaucoup d'entre vous essayent de mettre en place des innovations. Le Covid vous a aidé, nous a aidé à innover. Donc, on peut parler du numérique, mais j'y reviendrai plus tard si vous voulez. Mais on peut parler surtout de la mixité entre le outdoor et le indoor. On peut parler de certaines initiatives dans certains endroits pour créer un petit peu des événements
liés autour du fitness, etc. Donc, on voit bien que le secteur a envie de rebouger. Et le secteur, pour ça, il est pas mal. Alors, après, moi, j'ai plein de chiffres, mais vous accédez des chiffres si vous ne posez pas de questions. Comme d'habitude, vous le savez avec moi, j'aime bien que ça soit interactif avec la salle. Donc, voilà un petit peu, je dirais aujourd'hui, les gros points de notre étude, c'est-à-dire remontée difficile, certes, mais remontée. Le secteur reprend du poil de la bête. Les clients commencent à revenir en salle. Alors là, effectivement, on est au mois de juin et c'est surtout nos collègues des activités de pleine nature qui vont prendre le relais des clients qui quittent les grandes villes pour venir sur des vacances estivales. Donc, n'oubliez pas de pratiquer des activités plein air pendant vos vacances, messieurs, dames. On vous accueillera avec grand plaisir. Et nous espérons tous qu'en tout cas, en septembre, ça va repartir. Et pour l'instant, les indicateurs, je dirais, sont au vert pour dire qu'en septembre, ça va repartir. Stéphane, si tu veux peut-être commencer le bal des questions. Alors, est-ce que parmi vous déjà… ah non, pardon, excusez-moi. Donc là, moi, j'ai une question aussi. Donc, comme sur le point 2, c'était sur le sujet de la SACEM, Thierry. Est-ce que tu as des informations sur le sujet de la SACEM, tout simplement, sur les mouvements, les derniers mouvements? Merci de me poser, juste quand je dis que le secteur repart, ce genre de questions sur la SACEM, qui est un moment de crispation pour beaucoup d'entre nous. Alors, très rapidement, mais il faut quand même que je le fasse, l'historique. Vous me permettrez quand même un historique. 2016-2017, je suis informé que la SACEM est en train de vouloir revoir toutes ses conditions générales de tarification, notamment dans les salles de sport. Rappelez-vous, jusqu'à présent, c'était fixé sur un nombre d'adhérents que vous aviez dans vos salles. Et la SACEM s'est aperçue au fil du temps que les adhérents étaient un petit peu, comment dire, d'une façon générale, bien sous-estimés dans les déclarations. Donc, ils ont décidé de travailler. On s'est rapproché d'eux pour éviter que ça ne parte dans tous les sens, comme ils pourraient avoir l'habitude de faire s'ils n'ont pas d'interlocuteur en face. Grand bien nous a pris. On a travaillé 2017 et 2018 avec des hauts et des bas pendant la négociation. Sur ces 2 ans, on a eu des hauts et des bas avec la SACEM. Fin 2018, on quitte d'ailleurs la table des négociations, on la reprend en 2019 et on finit par se mettre d'accord fin 2018, début 2019 sur des RJAT qui vont prendre effet au 1er janvier 2020. 1er janvier 2020, bon, ça commence, mais comme vous le savez, les appels à cotisation SACEM sont de plusieurs moments, donc ça peut être fait en début d'année, en milieu d'année, trimestriel, etc. Et donc, on arrive au 15 mars avec le blackout total de la France, avec le premier confinement. On prend tout de suite attache avec la SACEM. Il nous assure qu'il y aura un arrêt de prélèvement et que surtout, les salles ne seront pas facturées pendant les moments de fermeture. Et à l'époque, je me rappelle, ils nous ont même demandé, et je vous ai fait l'une des premières communications que nous avions fait à l'époque parmi nos adhérents pour informer tout le monde de ces informations-là, et surtout d'avoir avec eux à l'époque, c'était en 2020, de garder les arrêtés préfectoraux qui fermaient les salles de sport dans la région concernée. À l'époque, on parlait en cluster, rappelez-vous, et après on a été fermés tous ensemble à la mi-mars. Donc bien entendu, 2020, pas beaucoup d'échanges avec la SACEM, mais pour cause. On avait d'autres chats à fouetter, eux aussi également. 2021, on continue à avoir des ouvertures et des fermetures. Et en septembre-octobre de 2021, la SACEM prend contact avec nous pour réviser les RJAT, ça fait partie de la convention de partenariat que nous avons avec eux. Et là, grande surprise, on s'aperçoit qu'ils ont inclus un nouveau dispositif qui est le domaine du numérique, notamment tout ce que vous avez pu faire, ce que j'appelle tous les, comment dire, aidez-moi, tout ce qui se fait par visio, etc. Et puis tous les replays et compagnie. Donc, on décide de négocier avec la SACEM, ça a été très dur. Là aussi, on a refusé, notre organisation
a refusé de signer les RJAT 2022 en décembre-janvier 2022. Enfin, décembre 2021 ou janvier 2022. C'est une lourde décision de prendre que de ne pas signer une convention avec la SACEM. Je peux vous assurer que ça, je ne l'ai pas prise très facilement, mais on a décidé de ne pas signer les RJAT en janvier 2022. Ce qui fait qu'ils nous ont par la suite, alors que d'autres les avaient déjà signés, il faut le préciser aussi. De fait, fin janvier, ils reprennent contact avec nous. On arrive à trouver des accords, notamment pour sortir la partie numérique des RJAT 2022. Donc, toute la partie numérique aujourd'hui est à l'extérieur des conventionnements qui sont faits avec la SACEM. Et on négocie surtout des montées en puissance. Et pas plus tard que c'était donc mercredi dernier, ce mercredi-là, avant-hier, j'étais en réunion avec Jean-Michel Bedel qui m'accompagne sur ce dossier-là et avec Gilles Moulet, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais s'ils sont dans la salle, ils se reconnaîtront. Nous étions en réunion à la SACEM à Neuilly et là aussi, on a pu renégocier le fait que la montée en puissance sur 5 ans va se faire dès cette année-là et non pas sur 2020, comme beaucoup de régions ont pu commencer à le faire. Donc, si vous avez des soucis, je vous rappelle que nous avons mis en place une adresse Internet qui est guichet-sacem@active-fnapl.fr pour vous permettre de pouvoir, je dirais, passer le cap en fonction du taux d'augmentation que vous avez dans la salle. Ça va vous permettre de pouvoir, je dirais, sur 3 à 5 ans, de pouvoir accuser cette augmentation sur un laps de temps qui nous a semblé être acceptable, donc de 3 à 5 ans. 2 systèmes de facturation. La première, c'est au mètre carré. Donc, vous avez un prix au mètre carré qui vous sera facturé par la SACEM, si bien entendu, les locaux sont sonorisés. Si les locaux ne sont pas sonorisés, de fait, il n'y a pas de sonorisation, donc de fait, il n'y a pas de SACEM applicable sur le mètre carré. Et la deuxième partie de la facturation se fait sur le nombre de cours par tranche de 12 heures à l'année. Le point d'information qu'ils ont, c'est 2 choses. La première, votre déclaration. Donc, c'est du déclaratif. Le deuxième, c'est sur les sites Internet et sur les plannings d'Internet. Donc, le conseil que je pourrais vous donner par rapport à ça, faites attention quand même que vos informations données sur les sites Internet correspondent aux déclarations que vous faites sur le papier à la SACEM. Parce que si vous déclarez, je dis n'importe quoi, 70 heures de cours collectifs dans la semaine et que vous en déclarez que 12, ils vont vite faire à un moment donné une recherche et là, vous pouvez avoir ensuite des soucis et d'être obligé de passer par une commission paritaire que nous avons également pu mettre en place avec la SACEM. Donc voilà un petit peu les 2 côtés, sachant que si vous faites en même temps la sonorisation de vos locaux en règle générale, mais qu'en même temps, vous faites la sonorisation de salles de cours, vous avez un abattement non pas de 15% pour ce qu'on appelle les surfaces non sonorisées, mais à ce moment-là, l'abattement passe à 25%. On est en train de travailler sur une autre possibilité dont il est trop tôt aujourd'hui de déflorer un petit peu le sujet parce que c'est en état de balbutiement avec la SACEM. Donc, pour l'instant, on reste sur… Vous avez des salles de cours sonorisées, par exemple des salles de cours collectifs. Vous déclarez des cours collectifs sonorisés. Vous pourrez défalquer 25% et non pas 15% de la superficie totale de votre salle. Sachant que là aussi, c'est du déclaratif, mais qu'en cas de contrôle, ils seront à même de pouvoir vous demander le bail pour voir la superficie que vous avez. Donc voilà un petit peu pour la SACEM, sachant que là aussi, on a pu négocier au-delà des montées en charge. On peut également négocier avec la SACEM des paiements mensuels, des paiements trimestriels de vos facturations. Donc, n'hésitez pas déjà à demander à vos correspondants régionaux des aménagements de paiement liés à la montée en charge. Et ça, c'est dans notre conventionnement avec eux. Et la deuxième chose, n'hésitez pas aussi à négocier avec vos correspondants régionaux
territoriaux de la SACEM. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous contacter. Ça fait partie du deal que nous avons avec la SACEM, c'est qu'en cas de problématique, nous leur faisons part des sujets et à ce moment-là, eux interviennent directement dans la région. Est-ce que quelqu'un a des questions sur les deux sujets qu'on vient d'aborder, notamment sur l'état des lieux du secteur et sur la SACEM, sachant que nous avons transmis à l'intégralité de nos adhérents l'étude fitness? N'hésitez pas, si quelqu'un a des questions, ouvrez votre micro. Ah. Oui. Thierry Lepage. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, bonjour Thierry. Oui, bonjour. Nous, on a eu des gros soucis. Là, j'ai eu Thierry au téléphone il y a une dizaine de jours à peu près. On était chez Total Energy en termes d'électricité. Et du coup, on s'est pris des tarifs du marché avec des factures d'un autre monde. Et ça a plus que doublé. Donc, on était déjà quand même des consommateurs. On a une grande salle avec piscine et hammam, donc déjà des gros consommateurs d'électricité. On s'est pris des factures, mais que j'imaginais même pas dans notre milieu, quoi. Il y a un mois d'hiver. Alors, en plus de ça, ils ne nous ont pas envoyé les factures tout de suite. Alors, d'habitude, on les reçoit par mois. Ils m'ont envoyé les trois factures d'hiver en même temps, en s'excusant du retard. Et du coup, on s'est pris en 3 mois 30 000 euros d'électricité. Donc, inutile de vous dire que là, les bras m'en sont un peu tombés. On a essayé de négocier un petit peu, enfin tout au moins sur le délai de paiement. Bien évidemment, sur ce qui est dû, rien. On a quand même un kilowattheure en heure pleine qui est à 0,42 du kilowattheure. C'est énorme, quoi. Enfin, j'ai comparé. On est quasiment à consommation égale avec 2020. Enfin, je parle pour les périodes d'ouverture. On est sur des périodes d'ouverture normale. On n'a pas surconsommé. On est à peu près à consommation égale, voire des fois moins. Et là, on est sur une facture. J'ai reçu la facture d'avril où on est, sur la dernière facture que j'ai reçue de chez eux, où on n'a plus de consommation d'heures d'hiver. Donc, on est sur des heures d'été. Donc, j'avais un petit peu peur et me dire, pour les heures d'été, ça va aller un petit peu mieux. On se retrouve quand même avec une facture de 5 000 euros. Alors qu'on a moins consommé de kilowattheures qu'il y a 2 ans à période égale. Donc là, on est en train de tous plomber rien qu'avec de l'électricité. Alors, 2 choses, Thierry. La première, par rapport à Total Energy, est-ce que tu as pu gérer ton sujet de délai de paiement ou en tout cas de morcellement de paiement? Oui, on a essayé de faire au mieux, mais bon, je veux dire, on se retrouve avec des factures même quand on les divise, parce que du coup, on se retrouve avec le délai de paiement, de l'arriéré, plus la facture qui tombe du mois. Donc, on s'est retrouvé là le mois dernier, j'ai payé 20 000 euros d'électricité sur le mois. Et là, j'en aurai encore 15 000 ce mois-ci pour essayer d'épurer un petit peu ma dette. Bon, c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Je me demande pourquoi j'ai l'impression de bosser pour Total, quoi. Alors, malheureusement, il y en a qui bossent pour Total, d'autres qui bossent pour l'EDF. En ce moment, c'est devenu, l'énergie devient un point central. Je pense que vous avez tous eu, tous nos adhérents en tout cas, ont été rendus destinataires des dernières dispositions que le gouvernement prend pour ce genre de sujet. Est-ce que Thierry, tu es en connaissance de cela? Alors oui, je sais, je crois qu'il faut attendre le bilan, et si le bilan est fortement dégradé suite à la consommation électrique, il y aura un geste de fait. Enfin, c'est un petit peu ça, non? Non, c'est entre guillemets, c'est aussi une l'encadrement. L'encadrement pour les pros. Ouais, voilà. Ouais. L'encadrement pour les pros, ouais. Ce qui est dégueulasse, c'est qu'ils avaient encadré les prix pour les particuliers et pas pour les professionnels, quoi. Si jamais vous avez, j'essaie de relire parce que c'est la même chose. Si jamais vous avez des soucis aussi avec ça, n'hésitez pas à nous redemander la note que nous avons fait. Je vais vous donner, si vous me laissez 2 secondes que je puisse ouvrir. Voilà, grand consommateur, c'est l'envoi numéro 23. Donc, n'hésitez pas à nous redemander l'envoi numéro 23 parce qu'il y a des aides qui peuvent être données aux entreprises grandes consommatrices de gaz et d'électricité et qui sont impactées par l'augmentation très importante de l'énergie. Donc, il y a quand même des choses à avoir et à faire. Donc, je vous engage à soit nous redemander, soit par le biais de votre service comptable,
de voir ce qu'il y a lieu de faire. D'accord. Philippe, tu avais quelque chose à rajouter, Philippe Béja? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je rejoins Thierry sur l'énergie. Nous, on a 2 piscines, donc on maintient les températures aussi, et on a fait 250% d'augmentation en termes d'énergie, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des factures, on est sur les mêmes sommes que Thierry, hein, c'est-à-dire que sur des consommations identiques par rapport aux années précédentes, on fait les factures font du x2, x3. On se retrouve avec des mensualités de 15 000 euros, 10, 15, 20 000 euros. Et c'est vrai que ça devient un problème. Je sais que le formulaire va être en ligne vers la mi-juin pour les gros consommateurs professionnels, hein. Je me suis renseigné auprès de mon comptable par rapport à ça. Maintenant, restent les conditions, c'est-à-dire est-ce que la prise en charge va être aussi importante que les factures que l'on reçoit, surtout que maintenant, les organismes tels que Total Energy, voire d'autres fournisseurs, ils nous mettent carrément c'est le couteau sous la gorge en disant maintenant c'est vas-y, hein, tu payes sinon je te coupe, hein, parce que eux, ils se rendent bien compte que nos factures augmentent et ils se doutent bien qu'on va se retrouver en difficulté pour les régler, et on va se retrouver avec certainement, j'espère pas, des centres qui ne pourront plus payer leurs factures d'énergie et ils n'auront plus de lumière et plus de chauffage. Donc ouais, je confirme qu'on a une hausse conséquente en termes d'énergie. Alors, surtout les centres qui ont des piscines, puisque moi j'en ai 2, hein, même les autres centres de fitness. Bien évidemment, il faut maintenir la température au niveau des centres, mais nous, on a quand même la DESU, on a les températures de l'eau, on est obligé de baisser d'1 ou 2 degrés la température de l'eau, et systématiquement, on rentre en conflit avec nos clients. Et je ne parle pas de ceux qui ont des saunas ou des jacuzzis, où de mettre des minuteries, de réduire. Moi, j'envisage même de fermer mon espace détente, mon espace sauna, mon espace, parce que c'est un énorme consommateur en termes d'énergie, et de revoir mon installation électrique avec des éclairages par palier quand il y a une personne qui se présente, que c'est tel secteur du bâtiment qui sera allumé, tel secteur, parce que ça va devenir complètement fou, quoi. Ça, voilà, je voulais juste intervenir là-dessus. Je te remercie de ton témoignage, Philippe. Alors, concernant les aides, ça peut aller de 30% jusqu'à 80% maximum. Donc, il faut regarder par rapport comment dire, à l'augmentation du coût d'électricité par rapport à l'année 2021. Il faut que vous ayez tout ça en tête. Et après, comme le dit Philippe, le formulaire ne devrait pas tarder à arriver sur impôt.gouv. Moi, je vous engage quand même à faire, bon, je vois qu'il y en a certains qui l'ont fait, pardon, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, à faire véritablement une analyse de vos factures énergétiques, de façon à pouvoir voir si vous êtes dans ce domaine-là ou pas. Je rajouterai après, pour ceux qui peuvent avoir, et je le dis sous toute réserve, d'aller à bien ce que je pense, c'est que si certains d'entre vous ont des difficultés avec le fournisseur Total Energy, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est un de nos partenaires. On peut essayer d'arrondir les angles. Okay. Salut Preston. Dis Philippe. Philippe, tu avais encore une question? Non. Je veux juste interpréter ce que disait Thierry par rapport à la température du fitness, du marché du fitness au niveau national, et la réaction de nos principaux partenaires. Alors, quand je dis partenaires, ce sont nos fournisseurs, ce sont aussi les banques. Ouais. Et moi, j'ai été énormément sollicité par mon service bancaire, parce que j'ai 1 million d'euros d'investissement dans mon centre. Et j'ai eu la mauvaise surprise de m'apercevoir qu'auprès des banques et auprès de plusieurs banques, puisque j'en ai plusieurs, on était un petit peu blacklisté, c'est-à-dire que dès qu'on parle fitness avec notre fameux code d'APE, j'espère que ce n'est pas pour tout le monde, mais moi j'avais des découvertes autorisées, ils ont tous sauté, et donc on est obligé de faire face à ça. Et puis les banques, entre guillemets, on devient des brigands quand on rentre dans une banque. C'est le chien Preston. Voilà. Et donc ils partent du principe qu'on est
on est un petit peu comme des brigands puisqu'on est vraiment blacklisté. Ça me fait penser un petit peu, il y a fut un temps, c'était les restaurateurs, restauration rapide, tous ceux qui faisaient un petit peu de restauration rapide. Les banques ne voulaient pas en entendre parler. Et malheureusement, je pense que notre secteur fitness, on rentre vraiment dans ce cas-là et que même si on a tendance à leur dire ça reprend, eux, ils nous disent bah ouais, mais on va peut-être attendre aussi octobre, novembre, décembre, voir si vos secteurs fitness vont être pris, on va dire, encore d'assaut par un pass vaccinal ou un pass sanitaire. Et ça, c'était ma question, Thierry. Est-ce qu'on a cette crainte? Est-ce qu'on a cette épée Damoclès au-dessus de notre tête pour octobre, novembre? Ah, je vais te dire que je vais t'avouer mon ignorance totale sur le sujet. Néanmoins, je ne pense pas aujourd'hui que ça soit dans les cartons du gouvernement pour vos activités, pour nos activités ou pour d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, comment dire, la pandémie est en train de s'éteindre tranquillement. Enfin, en tout cas, il faut le souhaiter. C'est vrai qu'on commence à nous parler d'un autre truc. On verra si ça aboutit ou pas. Mais a priori, je te répondrai, je veux être positif, a priori, je te répondrai non. Pour l'instant, non, pas à ma connaissance du tout. Et je reviens sur le secteur bancaire. Alors oui, nous en sommes conscients, Philippe, et nous sommes en train d'initier des actions. Jean-Luc, tu veux intervenir? Je vois qu'il y a un micro qui s'ouvre. Allô, allô. Et Preston aussi, qui a recoupé son micro qu'il avait ouvert, avec son chien qui aboyait. Pas d'autres questions pour Thierry sur des deux premiers. Ah, une question. Alors, une question sur le chat. Question concernant l'insonorisation pour la SACEM. Comment pouvons-nous justifier de l'insonorisation? La non-sonorisation. Oui, voilà, exactement, de la non-sonorisation. Dans un premier temps, je dirais que c'est du déclaratif. Hein. Si vous ne sonorisez pas vos vestiaires, vos couloirs, je dirais une grande partie de votre salle, c'est du déclaratif. Après, comme je le dis, hein, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, la SACEM nous a bien informé, ce n'est pas un secret de le délivrer ici, qu'ils n'ont pas les moyens humains aujourd'hui de contrôler tout le monde. Néanmoins, ce qu'ils peuvent très bien faire, c'est de l'échantillonnage des contrôles. Donc voilà, au départ, c'est du déclaratif. Et si jamais vous êtes vraiment, je dirais, en capacité, ben, vous appelez votre correspondant territorial à venir visiter votre salle pour qu'il s'assure de tout cela. N'hésitez pas, je pense qu'il faut les mettre à contribution. Les gens de la SACEM dans les régions et dans les territoires, il faut les mettre à contribution. Il ne faut pas hésiter à les contacter, à les faire venir. Tu as, en allant voir la SACEM comme ça, est-ce qu'ils t'ont fait sous-entendre qu'ils allaient mettre un paquet d'inspecteurs et contrôler en masse, ou est-ce qu'ils sont en effectif réduit? Ils sont en effectif réduit. Il y a eu un dégraissage, comme dans beaucoup d'entreprises liées au Covid. Ils sont en effectif réduit. Néanmoins, j'attire votre attention aujourd'hui que si avant, c'était, entre guillemets, la prise de la voiture et aller faire les porte-à-porte, les salles, et donc là, le mot pouvait très bien se passer de l'un à l'autre. Aujourd'hui, c'est sur vos sites Internet. Ouais. C'est sur vos réseaux sociaux. Et là, c'est beaucoup plus facile de faire des contrôles, en tout cas d'avoir une première approche et un premier filtre au travers des sites Internet et des réseaux sociaux pour ensuite déclencher le contrôle physique. Oui, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt garder des gens dans leur bureau, ils vont prendre des spécialistes du digital, des spécialistes des Facebook, et puis voilà, ils vont faire comme beaucoup de sociétés font, ils vont scruter. C'est ça. Besoin de voitures, de commerciaux sur les routes, et puis ils vont plomber les clubs. Donc, d'un côté, on a énormément besoin de communiquer sur les réseaux sociaux parce que c'est un vecteur de communication qui est prépondérant, et d'un autre côté, on va se faire contrôler sur le digital. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un… Preston, je vois que tu auras réouvert ton micro. As-tu une question? Non? J'entends pas très bien, là, de toute façon.
Ah, est-ce que tu nous entends bien, Preston? Oui, ça y est, oui. Là, oui. Super. Tu as une question pour Thierry? Non, je n'ai pas de questions particulières pour le moment. Là, je viens juste de prendre la réunion en cours. Là. D'accord, ok, parce que comme on voyait ton micro ouvert, bon, bah, ok, ça marche. Thierry, on passe au troisième sujet. Si tu le veux, oui. Et puis après, des questions diverses. Hein. CQP Fitness. Ah, bon, Attendez, moi j'avais une petite question. Alexandre. Alexandre. J'ai levé la main, mais on ne l'a pas vu, forcément. Autant pour moi. Pas de souci. En fait, moi, je voudrais juste rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit. Effectivement, on a la SACEM qui nous est retombée dessus. Moi, pour le coup, pour mon secteur d'activité, ça a quand même très nettement augmenté par rapport à ce que je payais auparavant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'électricité qui, effectivement, augmente aussi. Alors, moins que le gaz, mais le gaz aussi a augmenté un petit peu. Donc, en fait, l'augmentation de toutes ces charges, moi hier, on va dire que je m'en sortais très bien avec mes charges et il n'y avait pas de souci sur la progression. Donc, pour information, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, je suis gérant de 2 salles de CrossFit dans le Nord à Lille. Donc, en fait, moi, mon secteur a été peut-être un peu moins impacté que le secteur du fitness. On a redémarré très fort l'année dernière à la réouverture. Moi, ce qui m'inquiète juste, c'est qu'on avait fait des demandes de PGE sur les bons conseils en fait, de notre banquier. On a dû les utiliser parce qu'effectivement, on a réinvesti de manière cohérente pour nos adhérents et pour améliorer notre salle. Sauf que là, aujourd'hui, on arrive à échéance. Moi, je vais devoir commencer à rembourser mon PGE. Avec les charges qui augmentent, ce n'était pas du tout prévu dans nos prévisionnels. Est-ce que les instances, est-ce que le gouvernement est au courant de tout ça? Est-ce qu'ils ont conscience que ça risque de continuer à se tendre et que même malgré le fait qu'on est effectivement, on arrive à s'en sortir un petit peu avec notre nombre d'adhérents qui revient, progressivement et que la reprise soit effectivement effective à partir du mois de septembre, est-ce qu'ils ont conscience que toutes ces augmentations de charges, à un moment donné, moi je veux bien l'impacter effectivement sur nos adhérents, mais tout augmente, on le dit aujourd'hui, tout augmente, et je crains qu'à un moment donné, tout le monde se dise, mais stop, en fait, c'est plus possible. Demain, on va être obligé d'augmenter aussi nos employés parce que finalement, le salaire qu'on leur proposait avant, il est plus cohérent avec toutes les augmentations qu'on a. Voilà, en gros, j'ai de grosses inquiétudes sur tout ça, et notamment sur le PGE. On parle, juste pour terminer aussi sur cette partie PGE, on parle de médiation de crédit. J'en ai discuté un petit peu avec mon expert comptable cette semaine, qui me disait qu'en fait, il avait une réunion avec le tribunal de commerce, qui disait qu'en fait, cette médiation était très peu sollicitée par les experts comptables, parce que ça les engageait, eux, à titre personnel, parce qu'ils devaient mettre une attestation qui prouve qu'on n'est pas en cessation de paiement, mais rien ne prouve qu'on ne le sera pas à un moment donné. Donc, en fait, finalement, cette médiation est très peu utilisée. En gros, on a très peu de solutions qui s'offrent à nous. Et est-ce que le gouvernement a conscience de tout ça? Et est-ce que, il y a des choses qui vont être envisagées dans un avenir très proche? Parce que beaucoup disent qu'en fait, ils vont laisser passer l'été avant de faire quoi que ce soit. Et moi, ça m'inquiète un peu, en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça a été très... Tu as été très clair. Et je vais essayer de répondre aussi clairement que tes questions, Alex. La corrélation entre l'augmentation des charges actuelles, notamment sur la partie, je dirais, énergétique, mais il y a d'autres augmentations, les matières premières, etc., qui augmentent de partout, en corrélation avec le PGE. On a fait remonter l'info, il n'y a pas si longtemps que ça, mais on a fait remonter l'info vers l'exécutif. Donc, on va voir. Vous savez aujourd'hui que le PGE, comme tu viens de le dire, Alex, doit être mis en remboursement là en ce moment. Et effectivement, là où tu as raison, et on s'est battu sur le sujet, mais malheureusement, on n'a pas obtenu gain de cause, que ce soit le secteur que nous représentons, voire même en interprofessionnel avec la CPME. C'est que quand on passe à la médiation de crédit, et tu le notes fort justement, Alex, vous êtes obligé de renégocier l'ensemble de vos crédits pour les étaler parce que vous voulez étaler le PGE, non plus sur 4, 5, mais sur 10 ans. Et à ce moment-là, vous faites l'objet d'une fiche Banque de France, effectivement. Et c'est ça qui rebute énormément tant les comptables que les entreprises, c'est que du moment que vous rentrez sur une médiation sur le PGE, vous êtes considéré comme entreprise à risque
et que vous êtes décoté Banque de France. Mais alors, ça, moi, je l'ai évoqué avec mon comptable. Moi, dans mon cas précis, alors même si ma cotation, elle serait dégradée, je pense que ça ne serait pas hyper impactant pour l'activité parce que j'ai pas énormément de fournisseurs. Le peu de fournisseurs avec qui je travaille, je les paye en direct, donc c'est pas trop gênant. Donc, pour notre secteur d'activité, je ne sais pas comment fonctionnent les salles de fitness. Je pense que c'est pas, c'est pas hyper grave pour notre activité. Moi, ce qui m'inquiète juste, c'est qu'en fait, on va devoir commencer à rembourser ces PGE pour des mensualités qui sont quand même relativement conséquentes, qui vont venir dégrader fortement notre trésorerie, que tout augmente de l'autre côté, et que du coup, nos clients, enfin moi je sais que j'ai un espèce de shop enfin dans mon activité de CrossFit, toutes nos protéines augmentent, tous les produits augmentent, et du coup, enfin on le voit déjà aujourd'hui, les gens achètent moins qu'avant. Ils sont plus rebutés parce qu'ils se rendent compte que un seau de protéines qu'on vendait avant 65 euros il y a encore 4-5 mois, aujourd'hui, il est passé à 85 euros. C'est 20 euros d'augmentation. Enfin, je veux dire, les gens prennent conscience qu'en fait, tout augmente et même si on réimpacte tout ça, bah, malheureusement, on n'a pas de vente derrière. Et donc, voilà, enfin, moi, je vends moins de choses. Du coup, bah, ma trésorerie s'écrase un petit peu, s'effondre. Et donc, avec le PGE qui va devoir commencer à être remboursé le mois prochain, j'ai des grosses inquiétudes sur mes niveaux de trésorerie et surtout sur voilà, sur la fin finalement de ces aides qu'on crie haut et fort, hein, Thierry. Je le sais, ça fait des mois qu'on en parle et voilà, là, on est dans le vif du sujet. Moi, autour de moi, j'ai des salles de fitness, des petits studios qui ont fermé parce que ils en avaient ras la gueule et qu'ils n'en pouvaient plus. Moi, mon inquiétude, c'est que dans 6 mois, bah, ce soit le même cas pour moi, alors que tout allait bien en fait. Enfin, Je t'entends, je te dis, on a fait partir je dirais une mini-étude, enfin, un petit dossier, en faisant la corrélation justement avec l'augmentation des charges importantes que l'on subit là, depuis le début de l'année, notamment liées à la crise en Ukraine, mais pas que, mais également le pouvoir d'achat de tout le monde qui diminue par rapport à l'inflation galopante. Donc, on a effectivement relevé ce sujet-là pour voir s'il était possible, à un moment donné, notamment sur le PGE, de trouver comment dire, des moyens pour moins impacter les remboursements mensuels. Donc, pour l'instant, je ne peux pas t'en dire plus, je n'en sais pas plus. Et tu l'as soulevé d'une façon assez indirecte, Alex. On est en pleine négociation de branche aujourd'hui sur l'augmentation salariale pour rattraper l'inflation. Donc, sachez que nous avons des réunions qui seront certainement conclusives la semaine prochaine. J'en ai une la semaine prochaine qui devrait être conclusive au cas où elle sera doublée d'une autre dans les jours qui suivront. On parle aujourd'hui d'une augmentation de l'ensemble, enfin de l'ensemble de la grille, c'est-à-dire du salaire minimum conventionnel, de 2,65% au 1er juillet. Ah, mais tu vois, c'est encore nous qui sommes impactés. On va devoir, bien évidemment, réimpacter sur nos clients, mais est-ce que ça va vraiment venir combler? En fait, ça va venir combler ce qu'on vit depuis quelques mois. Oui. Du coup, nous, on va devoir le réimpacter, mais je veux dire, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Sur le serpent qui se mord la queue, oui, je suis d'accord. Néanmoins, vous le savez tous, le SMIC a été réévalué au 1er mai. Donc, de fait, les organisations syndicales de salariés nous demandent une négociation salariale pour rattraper l'inflation. Parce que le groupe 1 et le groupe 2 sont quasiment maintenant, enfin, le groupe 1 est inférieur au SMIC, donc conventionnellement, ce n'est pas faisable. On est quasiment proche du groupe 2. Et ensuite, le sujet qu'on a par rapport à ça, c'est le tassement de la grille. Donc, tous ces éléments, on est obligé de les prendre en compte pour aller sur une augmentation de branche qui est négociée en ce moment, mais qui est négociée dans toutes les branches. Vous avez vu aussi que le ministère du Travail et le ministère de l'Économie demandent aux branches et aux organisations patronales de faire des efforts sur la revalorisation des salaires. Ouais. Je voulais, et pendant le confinement, on avait évoqué le fait éventuellement de demander une baisse de la TVA. C'est toujours pas possible. Alors ça, je vais te dire, ça fait partie ça fait partie pour moi des sujets de très longue haleine, Alex. Et vous pensez bien aujourd'hui, quand vous entendez parler de la dette de l'État, très honnêtement, je ne vois pas aujourd'hui comment que l'exécutif pourrait envisager une baisse de TVA dans notre secteur d'activité.
Mais ça fait partie des demandes récurrentes. Je ne dis pas qu'on l'a mise à la poubelle, loin de là, mais on a d'autres pistes de travail sur une fiscalité concernant les salles de fitness. Stéphane? Oui. Si je peux me permettre, je vais rebondir sur ce que disait Alexandre concernant le PGE, puisque je suis à peu près dans le même cas qu'Alexandre, où j'ai engagé des démarches pour reporter la mensualité du PGE ou autre. Et donc, je suis passé par mon avocat d'affaires. Et il y a déjà deux choses. Il faut savoir que si malheureusement, financièrement, vous ne pouvez pas rembourser vos 3 premières mensualités du PGE, il faut regarder bien dans les petites lignes de votre contrat que vous avez signé. Il faut absolument les rembourser, ces 3 premières mensualités. Sinon, ce n'est plus un prêt garanti par l'État à hauteur de 90%. Vous devenez directement caution solidaire sur l'intégralité de cette somme, au moins tout du moins jusqu'à 50%. Donc ça, c'est important pour ceux qui ne le savent pas. Ensuite, vous avez la possibilité aussi, auprès de votre banquier, auprès de celui que vous avez souscrit, la banque chez qui vous avez souscrit ce PGE, avant de payer la première mensualité. Moi, je sais que sur Lyon, ou tout le moins sur la Bourgogne, ça a été mis en place. La BPI a fait des démarches pour reporter encore de nouveau ces mensualités, c'est-à-dire de pouvoir gagner peut-être 12 à 18 mois avant de payer cette première mensualité. Bien évidemment, il y a des contreparties, c'est-à-dire que la note du dirigeant se retrouve dégradée. Après, ce sont des choix à faire. Mais vous avez aussi cette possibilité-là, hein, donc il faut vous renseigner auprès de la BPI de votre région. Il y a la possibilité de décaler encore ces premières mensualités parce qu'ils ont conscience des difficultés que l'on a dans d'autres secteurs d'activité. Ils ont quand même conscience. Hein. Moi, c'est ce que je tenais à vous dire comme information. Je suis d'accord avec toi, Philippe, bien entendu. Je ne peux que confirmer tout ce que tu viens de dire. Néanmoins, et on a déjà beaucoup communiqué sur le sujet par rapport à ça. Néanmoins, quand vous négociez ce report de mensualité de PGE, c'est tout l'ensemble de vos crédits qui sont renégociés également, et vous rentrez en phase de conciliation avec, comment dire, il n'y a pas que la note dégradée, c'est que vous rentrez véritablement, vous êtes en rouge à la Banque de France. En gros, c'est ça. Alors, je suis d'accord avec toi, Philippe, c'est peut-être à un moment donné quelque chose par laquelle il faut passer. Mais chacun doit regarder ça véritablement au cas par cas. Alors, dans le cas de Philippe, je ne doute pas un seul instant que son comptable soit excellent d'après ce que je sais de lui. Néanmoins, je vous engage aussi, pour ceux qui ont des comptables avec lesquels peut-être le courant ne passe pas, faites-vous accompagner par un administrateur judiciaire. On l'a dit et on l'a redit, on a fait des webinaires là-dessus, on vous a écrit là-dessus. L'administrateur judiciaire a une clause de confidentialité totale et complète et vous ne serez pas mis à la vindicte populaire dans votre région. Donc, n'hésitez pas à faire appel à un administrateur judiciaire qui est totalement différent de l'approche du dossier que d'un comptable. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Enfin, c'est aussi le conseil que je peux donner par rapport à ça. Je rejoins Thierry. Alors, moi, j'ai un avocat d'affaires hein, et il y a aussi, avant d'être vraiment sérieusement en grosse difficulté, avant d'aller en RJ ou au tribunal du commerce, vous avez des plans de sauvegarde qui peuvent être mis en place. Voilà, les plans de sauvegarde, c'est aussi très intéressant parce que vous n'êtes pas en redressement judiciaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément montré du doigt, c'est juste un administrateur qui regarde l'état où vous en êtes et puis qui essaye de négocier directement avec les principaux fournisseurs pour qui vous avez des dettes. Alors, Philippe a raison, mais ça, on a fait passer là aussi également, alors ça, on l'a fait passer, je crois, en 2020, octobre ou novembre 2020, on a fait passer un document pour vous expliciter les différentes phases que vous pouvez avoir avec le tribunal de commerce, pour vous expliciter le rôle de l'administrateur judiciaire. On l'avait également fait faire par nos avocats qui sont dans le droit des affaires et le droit des sociétés. Donc là aussi, pour nos adhérents, n'hésitez pas à nous le redemander. On se fera un plaisir de vous l'envoyer. Ce n'est pas un manque, il ne faut pas avoir honte de demander ce document parce que vous allez vous apercevoir que les 2 premières
possibilités sont totalement transparentes pour l'ensemble du public et l'ensemble de vos fournisseurs. Et au contraire, quand vous rentrez dans ce genre de dispositif, le tribunal de commerce est beaucoup plus enclin à vous écouter et à vous soutenir que si vous arrivez au dernier moment pour faire une liquidation judiciaire. Ah, c'est aussi un conseil de vous dire anticiper les choses. Alors, il ne faut pas noircir le tableau, il faut simplement le préparer et on se dire, bon, où est-ce que j'en suis? Et peut-être, à un moment donné, de dépenser, peut-être, je sais qu'en ce moment, les dépenses sont difficiles à faire, mais de vous adjoindre les services, soit d'un avocat d'affaires, comme dans le cas de Philippe, mais tout le monde n'a pas cette possibilité, soit d'un administrateur judiciaire. Faites-le pour savoir où vous en êtes. Si vous pensez qu'il y a un souci, c'est que forcément, il y en a un. Merci, merci Philippe, merci Thierry. Il y a une main levée depuis tout à l'heure, Marie Cuomo. Marie, tu nous entends? Est-ce que Marie, tu nous entends? Marie, tu as levé la main depuis tout à l'heure, tu avais une question. Est-ce que tu peux intervenir? Sinon, on va passer sur le troisième sujet. Le CQP Fitness. Alors attends, je me permets juste, parce que je vois dans les commentaires que Séverine Pierson parle d'éventuellement d'aide à la transition écologique. C'est vrai que moi, je regarde aussi pour effectivement réduire ma facture à comment je pourrais améliorer les performances énergétiques de ma salle. Est-ce qu'il y a des choses ou des pistes qui sont envisagées là-dessus, Thierry? Ou c'est pas du tout dans les clous parce que je sais qu'il existe des dispositifs, mais généralement, on n'y est pas éligible en fait. On va regarder, voir s'il y a certains dispositifs où la TPE-PME peut être éligible. On va essayer de retravailler ça et on reviendra vers vous. Alexandre, n'hésite pas à me ressolliciter sur ce sujet-là, de façon à ce que je n'oublie pas. Ça marche, merci. Sur le CQP Fitness, alors, bon, c'est un secret de polichinelle depuis hier ou avant-hier. France Compétences, dans son audience du 31 mai, a validé la création et la mise au registre national des certifications professionnelles du CQP Fitness. Donc, il va être mis en place très rapidement. Quand je dis très rapidement, vous pouvez compter à compter du 1er janvier 2023 une ouverture des sessions grand public. Voilà. Nous, d'abord, on a tout un tas de travail à faire pour remplir les obligations qui sont liées à ce genre de choses-là, notamment de faire des promos, enfin de faire des phases tests. Ces phases de test auront lieu sur le dernier trimestre de l'année et ensuite on ouvre à tout le monde. Je sais qu'on a déjà prévu une réunion d'information qui sera à destination des organismes de formation adhérents à notre organisation très prochainement. Je crois que ce sera courant juin. On s'en occupe courant juin. Il y aura une réunion d'information pour tous les OF. Donc, le CQP Fitness sera bientôt et enfin disponible sur le marché. Bon, une bonne nouvelle. Ça devrait être une bonne nouvelle puisqu'il était attendu par la profession depuis de nombreuses années et qu'on a travaillé avec la profession pour pouvoir justement définir les contours, le contenu et les prérogatives ainsi que les compétences. Super. Thierry, tu as fait le tour des sujets. Est-ce que parmi l'Assemblée, vous avez des questions diverses et variées qui peuvent même sortir du cadre de l'intervention de Thierry? N'hésitez pas, allez-y. Hein. Si Thierry est une grande source d'information pour nous, voilà, la raison pour laquelle on est quand même pas mal, c'est toujours intéressant. Donc, n'hésitez pas. Il y a juste un point, Stéphane, sur lequel je voudrais revenir par rapport à notre étude. C'est qu'on s'est aperçu que la digitalisation qui était prépondérante en 2020, en raison des restrictions sanitaires que vous connaissez tous, hein, confinement, etc., a très nettement diminué en 2021. Voilà, donc, la digitalisation a été quelque chose, je dirais pour l'instant, on va dire un épiphénomène qui est en train de diminuer dans le temps. Oui, c'est une réalité. J'en suis la preuve vivante. En étant fournisseur de cours collectifs, on a mis en place beaucoup de digitalisation sur la VOD. Et aujourd'hui, on n'a quasiment plus d'utilisateurs.
Ouais, Stéphane, moi j'ai une question. Tu m'entends? Oui, oui, Thierry. Oui, Philippe. Et donc, euh, alors moi j'ai écouté depuis le début de la conférence un petit peu tout ce qui s'est dit sur le marché du fitness. Thierry, je ne remets pas du tout en cause les chiffres que vous avez ou vous détenez, puisque ça a été suite à un sondage que vous nous avez fait parvenir. Maintenant, moi, je suis un peu surpris. Je suis dans une ville où on est 30 000 habitants, on a 7 salles de fitness. Et les échos que j'ai par rapport à soit l'administration ou soit des amis en commun avec pas mes confrères, avec mes confrères de ma ville dans le secteur du fitness, ben, je m'aperçois que c'est extrêmement difficile pour tout le monde, voire même très, très dur. C'est-à-dire que j'ai des amis qui sont dans le secteur depuis 20 ans, qui me disent qu'ils n'ont jamais connu une crise comme celle-ci. C'est un peu pour faire part de la question de Séverine qui aimerait connaître vraiment la tendance euh, en, est- en toute transparence et honnête de ce secteur d'activité parce que ça, sans forcément nous rassurer, mais nous dire mais est-ce que c'est nous qui sommes nuls ou est-ce que c'est vraiment le secteur au niveau national qui est vraiment dans une mauvaise passe. On a tendance dans le fitness par rapport à ses concurrents, à ses confrères, à cacher un peu la situation, dire ah non, moi tout va bien, non, moi j'ai des clients. Je me dis à un moment donné, il va peut-être falloir être honnête, on est tous des confrères, et dire bah, est-ce que vraiment le secteur d'activité est en très grosse difficulté ou pas, ou est-ce on va vers un avenir noir, quoi. Est-ce qu'on va connaître la plus grosse crise qu'on ait jamais connue? Et je me demande même si le secteur du fitness ne sera pas fait que de grosses franchises et que les indépendants vont mourir, quoi. Ta question m'amènerait à faire deux commentaires, Philippe. Le tout premier, c'est sur la situation actuelle. La situation actuelle, je vous l'ai dit, c'est pas. Donc, vous n'êtes pas en cause, vous, là, autour de la salle, vous n'êtes pas en cause, vous, personnellement. Le secteur se remet très difficilement des 2 ans qu'il vient de passer. C'est une certitude, c'est une évidence. Vous avez 20% d'adhérents en moins, plus de 25% de chiffre d'affaires en moins entre 2019 et 2021. Donc, on voit, pardon, on voit bien qu'il y a une difficulté conjoncturelle dans le fitness aujourd'hui. Le Covid est passé par là et je pense que plus rien ne sera comme avant. Ça, c'est une certitude. Vous réinventer, oui, il va falloir le faire. Dans l'étude, on voit bien aujourd'hui que ce qui était prépondérant en 2019, notamment la partie, je dirais, des abonnements que vous proposez, a totalement diminué, a totalement été inversé. C'est-à-dire que si avant vous proposiez des engagements longs, aujourd'hui, les engagements au mois sont devenus une grande, je dirais, d'une grande majorité. L'engagement au mois, voire même des sans-engagement à la carte. On trouve ce genre de produits aujourd'hui dans certaines de vos salles de fitness. Donc, il y a un changement de paradigme que vous avez connu jusqu'en 2019, il change. C'est-à-dire que certains d'entre vous continuent à proposer du 12 mois, voire du 24 mois, mais on s'aperçoit que la tendance est à l'inverse en proposant des abonnements très courts, voire des abonnements de 3 mois sans engagement. Donc, on voit au travers de cette étude, on voit un changement total d'offres et qui est simplement lié à la demande de vos pratiquants. Hein. Vous avez su rebondir. Quelqu'un qui aujourd'hui vient vous voir en disant « je ne sais pas de quoi sera fait demain, donc je ne vais pas prendre un engagement de 24 mois », vous répondez à cette attente de votre clientèle. C'est le premier point. Ensuite, le deuxième point qui est beaucoup plus difficile pour moi pour répondre, Philippe, c'est demain, quel sera le devenir et la typologie des salles de fitness. En gros, c'est ça ta question. C'est est-ce que l'indépendant va continuer à subsister par rapport au grand réseau. C'est exactement ça, Thierry. Ouais, j'aurais envie de te dire, et pour ceux qui me connaissent, je fais rarement de la langue de bois. Hein.
J'ai envie de te dire, Philippe, tout va dépendre de vous et de votre capacité à vous mobiliser. Si les indépendants continuent à penser qu'ils sont seuls dans leur coin et qu'ils n'arriveront à rien, effectivement, on risque de voir apparaître ce genre de choses. Par contre, si les indépendants se disent il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on se réunisse, il faut que l'on travaille tous ensemble au travers d'une organisation patronale qui peut être la nôtre parce que nous avons beaucoup d'indépendants, même si nous avons des réseaux, avec notamment avec comment dire, avec les équilibres que j'ai su faire au sein du conseil d'administration, parce que pour mémoire, je vous le dis, au sein du conseil d'administration, vous avez 3 réseaux, mais vous avez également 3 indépendants, et chacun d'entre eux n'a qu'une seule voix prépondérante au conseil d'administration. Hein. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez 6 personnes qui siègent dans la partie fitness au conseil d'administration. Ils ont tous les 6 ont le même nombre de voix en conseil d'administration. Donc, c'est aussi aux indépendants, aux salles indépendantes. Alors, vous appelez ça indépendant, moi j'appelle ça les salles patrimoniales. C'est-à-dire ceux qui ont mis de l'argent, notamment de leur sueur et de leur front dans leur boîte, pour la faire prospérer en créant leur propre emploi, voire en créant des emplois familiaux et peut-être avec beaucoup de chance et beaucoup de réussite, de créer des emplois périphériques à la famille. Donc, c'est ce que j'appelle l'entreprise patrimoniale. Si tous ces gens-là se disent on est capable de faire quelque chose pour pouvoir éviter de mourir, moi je vous réponds, je suis persuadé que vous êtes capable de le faire. Mais tout seul dans votre coin, Philippe Béjac, avec toute la compétence qu'il a, je te suis de temps en temps sur les réseaux sociaux, avec tout ce que tu peux être capable de faire, etc., tout seul, tu n'y arriveras pas. Ça, vous m'excuserez de le dire, je presse peut-être pour notre paroisse, mais tout seul, vous n'y arriverez pas. On l'a vu pendant la crise Covid, si on a réussi à avoir quelques victoires, c'est uniquement parce qu'on était unis. Et je vous rappelle une fois de plus, c'est que le secteur du fitness et des salles de sport, c'est 6-7 000 salles de sport sur toute la France. C'est 25-30 000 salariés à tout casser en emploi direct et qu'on ne peut pas le comparer à l'hôtellerie et la restauration. C'est impossible à comparer. Donc, tant qu'il n'y a pas une union véritablement avec un syndicat patronal qui, à un moment donné, est capable de faire, je dirais, des équilibres en son sein, etc., pour que la voix de tout le monde soit écoutée, il y aura peut-être des scissions par la suite, mais si les indépendants ne se mobilisent pas, effectivement, c'est un risque que vous pouvez avoir demain. Moi, je veux bien rebondir sur tout ce qui est dit là, parce que je suis assez d'accord avec ce que dit Thierry. Alors moi, je suis une salle de CrossFit. Je ne vois pas du tout les salles de fitness comme un concurrent. Au contraire, moi, on se le dit souvent, j'ai la chance de travailler avec 3 autres associés, et on se le dit souvent, si demain, on a un Basic Fit qui vient s'installer en face de chez nous, eh ben, qu'ils viennent. Pas de problème. Moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est que moi, je ne tire pas dans les pattes des salles de fitness, je ne tire pas dans les pattes de ces low cost. Je dis juste qu'en fait, on fait tous pas du tout la même chose. Et c'est qu'en fait, il faut chacun pouvoir défendre la prestation de qualité qui est proposée dans les clubs. Un low cost, il va proposer de rendre accessible le sport à tous. C'est une première step pour les gens qui veulent se mettre au sport. Une salle de fitness, c'est une salle qui va proposer des cours collectifs où il va y avoir un coach qui sera en phase 2. Il y aura un peu plus de vivant, on va dire, dans ces salles, et il y aura un peu plus de proximité avec les gens qu'on ne retrouve pas du tout dans les Basic Fit. Et une salle de CrossFit, certes, notre prestation elle est un peu plus élevée que dans une salle de fitness, mais pourquoi ? Parce qu'on travaille sur du small group, on travaille plutôt sur des séances qui permettent de rapprocher les gens. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de défendre la qualité de sa prestation et de dire, moi, ce que je propose, si ça te va dans une salle de fitness, reste dans ta salle de fitness. Moi, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas faire venir quelqu'un chez moi qui ne croit pas en ce que je fais. Si vous venez chez moi, c'est parce que vous croyez en ce que je fais. Et c'est pareil pour les autres. Et après, je voulais revenir sur ce que disait Thierry, c'est que je suis assez d'accord avec Thierry. Moi, on a eu un peu peur de le mettre en place. On a arrêté les engagements il y a bien longtemps. Ça doit faire maintenant, c'était avant la crise Covid. On a arrêté de faire les engagements. Aujourd'hui, ça paye parce qu'en fait, les gens continuent à venir chez nous. Ça peut faire peur au départ parce qu'en fait, on se dit quand même que 12 mois d'engagement, ça rassure. Mais en fait, la réalité, c'est que si le travail est bien fait, effectivement, il y a du turnover.
Il y en a peut-être un petit peu plus que sur de l'abonnement 12 mois, mais globalement, moi, mon nombre d'abonnés, il bouge presque pas en fait enfin, tous les mois. Et au contraire, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, la réouverture l'année dernière, elle a été un franc succès. C'est parce que je pense que les gens avaient besoin de proximité avec les gens. C'est des choses qui se retrouvaient peut-être dans ma salle. Alors moi, j'ai pas 1500 adhérents comme pour avoir une salle de fitness. J'en ai que 400 sur ma plus grosse salle, la deuxième qui vient d'ouvrir, on en a un peu moins, mais on est déjà à 150 adhérents en 3 mois. En fait, on sent que les gens ont besoin de proximité, ont besoin de conseils et ont besoin de chaleur et de proximité. Donc, je pense que les salles de fitness, effectivement, il faut qu'elles se réinventent. Moi, j'y crois beaucoup en ces modèles-là, même si, effectivement, c'est des modèles qui sont vieillissants. Il faut juste apprendre à se réinventer, à proposer des solutions qui existent aujourd'hui ou qui peuvent être proposées davantage aujourd'hui et aller chercher des modèles économiques qui sont un peu différents de ce qu'on faisait avant. Il faut apprendre à se réinventer. Nous, je ne dis pas que j'ai la science infuse et que tout est parfait dans ma salle et que tout va bien. Au contraire, je me pose encore beaucoup de questions. Mais effectivement, le fait d'être dans un syndicat, moi, je fais partie aussi d'Active avec Thierry. Alors, même si, bon, je regrette depuis la fin de la crise, on est un peu moins d'échanges parce que forcément, pendant la crise, on avait beaucoup plus de temps. Mais je suis aussi dans un autre syndicat qui est la CPME. Enfin, honnêtement, le fait de pouvoir prendre ce recul avec d'autres dirigeants, salle de fitness ou pas, parce que bien souvent, je discute aussi avec d'autres chefs d'entreprise, bah, ça permet aussi de se dire, je ne suis pas seul dans mon coin, je me réinvente et je prends ce qui marche dans d'autres entreprises, en fait, et que je peux appliquer chez moi. Et donc, voilà, moi, je pense que les salles de fitness ont tout à gagner, et surtout les indépendants. Moi, je dis, il faut vous battre contre ces chaînes low cost qui n'ont pas de mérite plus que vous à être sur le marché, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Alexandre. Je rebondis ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, je n'ai pas de concurrents, j'ai que des confrères. Moi, je suis allé les voir, je discute avec eux, on va boire des cafés, on discute du marché pour notre ville parce que c'est important pour nous aussi d'avoir la tendance au niveau de la consommation fitness dans notre ville. Donc, on discute entre nous. Moi, je connais leurs offres bien avant puisqu'ils me disent, tiens, je vais faire telle offre. J'ai dit, bah, vas-y, c'est bon, tu as raison. Ou, bah non, je ne ferai pas ça. Mais pour moi, j'ai que des confrères, ce n'est pas des concurrents, c'est-à-dire c'est des personnes avec qui ça me permet d'échanger et d'avoir cette tendance fitness. Mais il est vrai que même si on cherche à se différencier, à apporter de la qualité, à être différent des uns des autres par la qualité de nos prestations, moi, c'est plus la tendance de consommation nationale qui m'inquiète et qui me perturbe. C'est-à-dire, c'est le français en lui-même, comment il consomme le sport, comment on lui présente cette façon de s'entraîner. Le digital a pris la main pour moi énormément. Et puis, le manque de motivation complète. C'est-à-dire que les 2 ans d'arrêt ont fait mal à beaucoup de personnes. Alexandre, tu vas me dire oui, mais il y en a des nouveaux qui veulent se mettre au sport. À nous de les conquérir. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est plus cette tendance. Est-ce qu'on va partir vraiment sur du 100% digital, soit une partie de la population qui fera plus du sport du tout et puis qui va grossir, qui vont devenir obèses et puis qu'on va retrouver malheureusement ailleurs sur les lits d'hôpitaux ou autres, ou en cure d'amincissement. Et l'autre partie qui va être plus sur le digital ou le outdoor, parce que le outdoor est là présent aussi. Il y a beaucoup de coachs qui font du sport en extérieur, beaucoup de coachs qui utilisent les structures qu'on peut trouver dans les communes pour pouvoir faire leurs petits groupes et ainsi de suite. Donc, c'est à nous de se réinventer par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, c'est plus ça, c'est plus la consommation du français par rapport au sport. Et j'avais peut-être une autre question. J'ai peut-être aussi raté des épisodes, Thierry. Le sport santé. Le sport santé, j'ai une cliente qui m'en a parlé, qui m'a dit, mais pourquoi votre activité n'est pas remboursée par la Sécu? Pourquoi votre activité n'est pas prise en charge par la mutuelle? Moi, j'ai qu'un centre aquatique. Et voilà, je me dis, ouais, elle a raison, mais pourquoi le gouvernement ne nous met pas tous en sport santé avec des critères mais bien précis? Et quand est-ce que ça se met en place? Alors, en sport santé, d'abord 3 chiffres, mais après je te parle du sport santé rapidement. Abonnés 2019 en extrapolation dans l'ensemble des salles de fitness en France, 6,5 millions, on vous avait donné l'infographie en début 2020. Abonnés 2021 dans une salle, 2020 dans une salle de sport, 4 millions. Le Covid est passé par là, on a perdu 2,5 millions. Abonnés dans une salle de sport en 2021, 5 millions. On a regagné 1 million par rapport à 2020, mais on est toujours en baisse de 1,5 million par rapport à 2019. Donc voilà, quand on a ces chiffres-là, vous avez à peu près la photographie générale du secteur. Voilà. Après, sur le sport santé,
Alors, le sport santé, il faut savoir que ce n'est pas un concept, c'est une politique qui est donnée par l'exécutif. Parce que le sport santé par lui-même, alors attention à ce que je vais vous dire, le sport santé, quand j'ai dit qu'il n'existe pas, il n'existe pas en tant que concept. Il existe en termes de général de politique menée par le gouvernement pour mettre les Français au sport et notamment d'en remettre 3 millions de plus au sport. Après, dans le sport santé, nous avons mis en place un groupe de travail qui cherche encore son nom, mais qui tourne autour de cette appellation et de cette dynamique de sport santé ou de prévention par le sport. Moi, j'aime bien le terme de prévention par le sport, prévention santé par le sport. Donc, on a commencé à travailler, enfin, on continue à travailler sur ce domaine-là et on devrait très honnêtement, sur la rentrée septembre, en tout cas sur la fin de l'année, commencer à vous donner nos axes de travail, ce qu'on a réussi à faire, etc. On se rapproche énormément aujourd'hui de sociétés savantes sur le sujet, parce que nous n'avons pas la science infuse sur cette partie-là. Bien au contraire, il nous faut nous faire aider par la société savante. Il y a déjà eu des travaux de fait. Maintenant, je pense que notre gros travail aujourd'hui, c'est de mettre en corrélation les salles de fitness, enfin les salles de sport, les acteurs des activités physiques de loisirs. Je n'oublie pas mes collègues des activités de pleine nature qui concourent aussi à la prévention par le sport. Et là, je parle des activités qui peuvent être du rafting, de la plongée sous-marine, de la voile. On fait partie on fait partie de la même famille sur ce sujet-là en tout cas. Donc, ces acteurs-là, des acteurs ministériels que peuvent être le ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, puisque c'est ce qu'on vient de lui donner. On se rapproche également du ministère de la Santé, qui est un acteur incontournable pour pouvoir travailler avec ça. Mais on se rapproche aussi des acteurs de la prévoyance et des mutuelles. Aujourd'hui, le sport santé, comme tu l'as défini, comme ta cliente te l'a défini, Philippe, il n'y a que le sport sur ordonnance qui est pris en considération, qui est pris en compte, mais on travaille sur d'autres possibilités. Et ça faisait partie des idées de fiscalité que je vous ai exprimées en tout début de webinaire. On travaille sur tous ces axes-là à la fois. Le groupe de travail qui est composé de 5-6 personnes, dont certains peut-être sont là, je ne sais pas, je n'ai pas vu tous les noms, qui sont là. Sébastien Hureau, que certains connaissent à Bordeaux, Anne Leroy à Paris, Jean-Michel Bedel dans l'Oise, Gaël Boyer du côté de Clermont-Ferrand, Pascal Malène du côté du Rhône-Alpes et puis Florent Gillet du côté de l'Ouest. Donc, on a un groupe de travail qui travaille bien dessus. Voilà, on commence à avoir des premiers résultats, sans oublier également le gros travail que nous faisons avec notre cabinet. On s'est adjoint les services d'un cabinet et on travaille là aussi sur la relation institutionnelle que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. Merci pour tes réponses, Thierry. Merci. Ok, écoutez, il est 12h15. Est-ce qu'on peut s'étendre un petit peu, bien que là, on a pas mal. Stéphane, juste, tu me le permets, parce qu'il faut pas. Oui, vas-y. C'est le sport en milieu professionnel. Il ne vous a pas échappé que la loi santé au travail inclut la dimension de l'activité physique. Je vous engage aujourd'hui à vous rapprocher des gros secteurs des entreprises qui sont autour de vous, de façon à leur proposer vos services. Ça fait partie maintenant, je ne dirais pas des obligations, mais en tout cas des gros conseils qui sont donnés aux entreprises pour que les salariés des entreprises puissent avoir une activité physique en dehors de leurs heures de travail. Donc, je vous engage tous autant que vous êtes à commencer à aller regarder les entreprises qui sont autour de vous pour leur proposer vos services sur la partie santé au travail. Bon. Super. Bon, on a fait le tour, je pense. Est-ce que quelqu'un aurait une toute dernière question avant de clôturer ce webinaire? Stéphane Boineau, je t'ai pas dit bonjour. Est-ce que toi,
par ta grande expérience et puis ton réseau déclic, et tu pourrais nous remonter une ou deux informations. Je te laisse la parole, Stéphane. Bonjour à tous. Merci Thierry pour toutes ces informations. Merci Stéphane pour l'organisation. Je réponds à des questions qui sont sur le fil de communication. Oui, il y a des syndicats qui regroupent un peu, qui se font le porte-parole de ce qu'on est, de ce qu'on veut, ce à quoi on aspire. Mais il y a également des groupements privés comme des réseaux, voilà, qui aussi regroupent les particuliers, enfin, les entrepreneurs indépendants, et qui permettent d'avoir ces échanges-là. Donc, ça existe à différentes strates, ça existe. Je serais tenté de dire entre le sport santé et notamment le premium. On nous parle beaucoup du premium en ce moment, monter en gamme, etc. Pour moi, ce sont des utopies, et ça, on en parlera si vous le voulez. Mais je pense que ce qui peut nous sauver, c'est pas comme j'ai écrit un article qui va sortir bientôt sur un magazine, c'est pas en repeignant à l'intérieur de notre club, en mettant des polos à nos adhérents, enfin à nos coachs, qu'on va changer de gamme. Le positionnement premium, c'est exactement comme le positionnement low cost, c'est-à-dire on est low cost, on ne le devient pas, on est premium, on ne le devient pas. D'accord. Donc, ce qu'on a, il faut faire le point sur nos armes. Nos armes actuellement, c'est la prise en charge. Vous l'avez dit, Philippe l'a dit, c'est l'accompagnement, c'est l'intégration client, c'est ces attentions, toutes ces petits. C'est pas le fait de connaître. Stéphane, tu as coupé ton micro. Stéphane, voilà. Voilà, c'est pas le fait de connaître ses adhérents par cœur, ça c'est de la mémoire, mais c'est toutes ces attentions. Ce qui fait la différence avec un club, je n'appelle pas ça low cost, parce qu'aujourd'hui ils sont plus low cost par rapport à nous, on est exactement au même prix, les prestations sont topissimes en termes d'équipement, de design, c'est surtout la prise en charge client. C'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte. Se réinventer, pour moi, c'est sur le facteur humain, c'est là-dessus. On n'a plus les capacités financières pour changer de gamme, déménager de club, refaire un design, faire venir des designers, des décorateurs, et se dire, voilà, j'ai inventé un nouveau concept. Ça va être compliqué. Il faut faire avec ce qu'on a à l'heure actuelle. Et je vois des gens autour de cette salle, notamment Laurent qui est avec moi, Samuel, qui mettent cet accent, Laurent d'Odyssée, Samuel des Océades, qui mettent l'accent sur la prise en charge client. On se réinventer, c'est ça, c'est faire les choses mieux. Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On n'a pas forcément la structure plus grande, on n'a pas la plus grande plage horaire, on ne fait pas du full-time 24/24, on n'est pas ouvert 365 jours par an, on n'a peut-être pas la dernière gamme de machines. Par contre, ce avec quoi on doit se battre, c'est cet aspect humain, comme l'a dit Alexandre tout à l'heure sur le small group training. C'est là-dessus qu'on doit se battre. C'est sur ce qu'on a, c'est sur ces accompagnements, ces bonjours, ces attentions qu'on a pour chacun, quelqu'un qui revient de maladie, une naissance, un anniversaire. Là-dessus, on peut se battre. Et là, on fait la différence parce que je vous rappelle que tous les restaurants tous les midis sont pleins. Okay, tous les clubs de vacances, toutes les hôtels cet été sont pleins. Donc, l'argent, il y en a. Les Français ont thésaurisé 2 fois plus de milliards en 2020 qu'en 2019. Hein, il y a de l'argent. Alors évidemment, les prix augmentent, on est d'accord, l'essence a augmenté, mais on a quand même des milliards et des milliards sur des comptes en banque. Et s'ils ne le mettent pas, c'est une question de valeur perçue. Donc c'est à nous, je pense, et je conclurai là-dessus, Stéphane, de faire percevoir la valeur du sport. On ne peut pas leur reprocher, le Français n'est pas sportif, c'est à nous de le faire devenir sportif. Mais au-delà, avant cela, avant qu'ils deviennent sportifs, qu'on ait une prise en charge, un vrai savoir-faire qu'a l'hôtellerie. Thierry a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas se comparer à l'hôtellerie. Effectivement, on en est loin et je pense qu'on a des leçons à prendre, mais quand on aura une bonne prise en charge, une vraie écoute, eh bien là, on pourra concurrencer des gens qui sont portés par des fonds d'investissement. Voilà. Merci Stéphane, merci pour ton intervention. Merci Thierry, merci à tous de nous avoir suivis. On va vous quitter. Je remercie Sarah qui, pendant toute cette année, m'a accompagné sur le plan digital. Vous ne la voyez pas, mais fait partie de l'équipe Radical Fitness. On reprendra ces webinaires au mois de septembre. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes vacances, de garder un optimisme maximum. Et puis, n'hésitez pas à vous rapprocher de Thierry et de son syndicat, de Stéphane Boineau si vous avez envie d'intégrer son réseau. Voilà. Et puis, restons soudés. Merci encore à toi Thierry pour ton intervention. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Merci à vous tous, bon week-end.